C'est l'heure de l'invité politique de C'est la Beaugriou. En toute franchise, vous recevez ce matin Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes attendue place Beauvau dans quelques instants pour le traditionnel petit déjeuner du gouvernement et ensuite à l'Élysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Le gouvernement de Michel Barnier a tenu 91 jours. Question très simple, pourquoi François Bayrou y arriverait mieux que Michel Barnier ? D'abord parce que François Bayrou, c'est l'homme du rassemblement. Toute sa vie politique, il a été dans son positionnement au centre, et en tant aussi que président du MoDem, celui qui avait l'espoir et la volonté de faire sauter les sectarismes et de rassembler des personnes qui ne pensent pas la même chose, des personnes de gauche comme moi, des personnes de droite comme d'autres. Et c'est dans son ADN, si je puis dire, que d'en appeler à la discussion, le dialogue, et assez simplement de nous obliger, nous, responsables politiques, à prendre nos responsabilités et à forger des consensus. Et alors justement, vous faites partie de ces profils de gauche. À votre place, il y a 2 jours, François Calfon, eurodéputé du Parti socialiste, votre ancien parti, vous qualifiez, je cite, de soldat perdu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on a un peu de mal à imaginer, comment des profils comme le vôtre pourront être utiles pour convaincre des députés du Parti socialiste de ne pas vous censurer, vu les mots qu'ils emploient à votre égard, certains parlent même de provocation. Vous savez, moi je crois qu'on est dans un moment très grave. C'est-à-dire qu'on a vécu une censure, vous l'avez dit, ça a eu un prix pour les Français, pour les finances publiques. Vous voyez, par exemple, dans la ville, pour la politique de la ville dont je m'occupe moi, concrètement, s'il n'y a pas de budget, on ne va pas pouvoir s'occuper des habitants de ces quartiers-là, on ne va pas pouvoir aider les associations. Donc, on a le sentiment qu'en fait, tout dépend toujours du Rassemblement national, en quelque sorte. Non, pas si le Parti socialiste décide de contribuer à redresser le pays. Et je pense qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui le loisir de se diviser entre républicains et démocrates. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je leur dis, venez construire. Et d'ailleurs, le Parti socialiste a adopté depuis quelques mois une attitude où il souhaite construire, et je ne peux pas croire qu'il s'enferme dans une posture d'opposant numéro 1, alors même que nous avons besoin d'une loi de finances, nous avons besoin d'un régime des retraites, et alors même que le fait que je sois dans ce gouvernement aux côtés de François Bayrou, avec ma singularité, avec mes convictions politiques, montre que précisément c'est un gouvernement qui entend rassembler, vous n'imaginez écouter tous. Vous n'imaginez pas qu'ils votent la censure en ce mois-ci ? C'est tout à fait possible, c'est leur droit le plus strict, mais ce que je sais aussi, c'est que la discussion est en cours, que nous travaillons, que nous parlons, que je parle moi-même avec des élus, que je me déplace, que chacun le fait dans son secteur. Il y a aussi des ministres, par exemple, comme Éric Lombard, qui est un ancien rocardien, il y a aussi François Rebsamen. Donc nous allons proposer nos idées, travailler, rassembler, mais de grâce, je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter les oukases. On a un pays qui est fracturé, on a une extrême droite, on a une extrême gauche, et il faut préserver la démocratie et la République. C'est aussi pour ça que je suis là. Conseil des ministres tout à l'heure, on le disait à l'instant, loi d'urgence sur Mayotte qui devait être présentée mais qui a été décalée d'une semaine. François Bayrou, lors de son déplacement, promettait d'empêcher la reconstruction des bidonvilles qui abritent, on le rappelle, un tiers de la population. Où seront-ils relogés et comment ? Alors, Daga, évidemment, c'est un impératif de ne pas reloger dans des bidonvilles, bien évidemment. Donc, il y a tout un plan de construction qui est mis en œuvre, un délai de 2 ans, qui va permettre notamment de réinstaller rapidement là, pour le 6 janvier, l'eau potable. C'est une œuvre importante, urgente, avec des moyens évidemment qui y seront consacrés, et puis aussi des lieux d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place pour le moment, pour pouvoir permettre à tous ceux qui n'ont plus de possibilité de se loger d'être abrités. Il y en aura plus à l'avenir ? Il va évidemment falloir reconstruire. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre s'est déplacé avec plusieurs ministres, dont la ministre du Logement, etc. La politique de la ville aussi, dont je suis chargée, a aussi à intervenir, puisque un certain nombre de communes de Mayotte sont classées en politique de la ville. Et donc, il faudra travailler effectivement à l'accès aux services publics. Sur la politique de la ville, justement, avez-vous obtenu des garanties sur le budget ? Lesquelles ? Là, le travail principal, je vais vous dire, pour répondre à votre question, c'est d'abord qu'on ait un budget. La politique de la ville, très concrètement, c'est environ 15 milliards d'euros avec la rénovation urbaine. Déjà, il faut que ces 15 milliards d'euros puissent être mobilisés. Donc pour ça,
Il faut un budget et pour ça, il faut une loi de finances. Et ça, concrètement, ça va nous permettre. Aujourd'hui, j'ai besoin, comme d'autres ministres, on a entendu Gérald Darmanin le dire, on a entendu d'autres membres du gouvernement en parler. Est-ce que vous dites qu'il faut que ce budget augmente pour pouvoir mettre en place des chantiers? Mais c'est une évidence que le budget de la politique de la ville doit être reconduit, doit être amélioré. Et je vais vous dire aussi un point très important auquel on ne pense pas souvent. Il y a des choses très concrètes à faire que j'ai déjà identifiées. Vous savez, la politique de la ville, c'est quoi? C'est des ascenseurs qui fonctionnent, c'est des boîtes aux lettres qui marchent, qui sont sécurisées, c'est des poubelles qu'on vide. Et ça, pour cela, les bailleurs sociaux disposent d'une aide de l'État, d'une exonération de taxes foncières, en échange de laquelle ils doivent entretenir les lieux, les immeubles. Eh bien, moi, je ferai en sorte, et je m'engage à faire en sorte que leurs obligations soient respectées. Et s'ils ne le font pas, eh bien, nous travaillerons à des sanctions et nous travaillerons au respect de la puissance publique, des collectivités locales et de l'État qui contribuent. Eh bien, après discussion, nous verrons si éventuellement une exonération de cette taxe foncière peut être à nouveau consentie. C'est un contrat, très simplement. La politique de la ville, c'est un contrat. C'est un contrat avec tous les acteurs de la ville, avec les collectivités locales, avec l'État, avec les bailleurs sociaux. C'est aussi un contrat avec les habitants. Et quand il y a un contrat qui est passé, on leur doit la dignité. C'est une question de dignité. C'est ça l'engagement pour le service public, c'est ça l'engagement pour la puissance publique. Juliette Méadel, vous êtes en train de nous dire que les bailleurs sociaux font du chantage actuellement? Non, vous allez très très loin. D'abord, les bailleurs sociaux assument une charge qui est lourde, qui n'est pas simple. Ils sont dans une situation économique qui est aussi tout à fait difficile. Mais il se trouve qu'il y a ce système d'exonération de taxes foncières en échange d'une obligation d'entretien des lieux. Et moi, je dis qu'il faut que les habitants des quartiers politiques de la ville puissent avoir un ascenseur en état de marche et se sentent respectés dans leur dignité, se sentent évidemment en sécurité et que, d'autre part, les poubelles soient correctement vidées et les boîtes aux lettres fonctionnent. C'est pour ça que je suis là. Vous savez, c'est très concret. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un engagement dans un gouvernement à la politique de la ville? C'est améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers le plus rapidement possible. Et alors sur les habitants de ces quartiers, et notamment les acteurs locaux, vous le savez, il y a plusieurs griefs qui ont été faits au gouvernement ces dernières années, notamment le report du comité interministériel des villes à plusieurs reprises en 2022, en 2023. Est-ce qu'il en faut un nouveau? Bien sûr. J'y travaille le plus vite possible en 2025. Dès que nous serons prêts, d'abord nous ferons un bilan du dernier comité interministériel des villes qui s'est tenu au début de 2023. Ça, c'est ce que réclamait Valérie Létard. Absolument, elle avait tout à fait raison. Et nous allons continuer ce travail avec des orientations forcément nouvelles, avec des objectifs. Et je viens de vous en donner un. Et je vais vous dire une chose fondamentale. La politique de la ville, ça se construit avec les élus locaux, avec les associations, avec les habitants. Et donc, j'ai lancé toute une série de déplacements pour écouter, entendre, m'imprégner des attentes et donc vous pouvoir construire. Aux habitants des quartiers populaires et aux associations, certes, il y a la question de la sécurité, on vous a entendu là-dessus, sur le fait qu'elle était centrale, mais tout ne tournera pas autour de cela. Vous allez aussi entendre les préoccupations des uns des autres. Une chose, Emmanuel Macron, en 2016, avant donc d'arriver au pouvoir, disait « Moi, j'ai un ennemi, c'est l'assignation à résidence, les gens bloqués dans leur situation, cantonnés à leur quartier. » De l'aveu même de ses proches, aujourd'hui, il y a un échec de ce point de vue-là. Est-ce que vous allez prendre ce sujet aussi à bras-le-corps? Mais non seulement je vais le prendre à bras-le-corps, mais je remercie le Premier ministre d'avoir créé un ministère de la Ville dans ce gouvernement et de me l'avoir proposé. Parce que c'est exactement pour écouter, entendre les demandes et sortir les habitants de cette assignation à résidence qu'a été créée il y a très longtemps. La politique de la Ville, vous vous souvenez de la loi Borloo en 2003, et que toute une série de mes prédécesseurs ont œuvré. C'est exactement pour sortir les habitants de cette assignation à résidence que j'ai accepté cette mission et que j'en remercie le Premier ministre et le Président. Il nous reste très peu de temps. Juliette Méadel, je voudrais tout de même vous interroger parce que mardi, cela fera 10 ans que la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée par une attaque terroriste, 12 morts en tout. 10 ans plus tard, est-ce que vous dites aujourd'hui, vous étiez sous François Hollande, secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les leçons ont été retenues ? Vous savez, je dirais d'abord que je sais ce que c'est que ce traumatisme et que 10 ans plus tard, le traumatisme est toujours présent. Et je pense aujourd'hui, par exemple, aux victimes à la Nouvelle-Orléans de cet attentat. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, effectivement, la France avait su se rassembler derrière l'esprit Charlie. Et aujourd'hui, j'ai peur que nous n'y arrivions plus. J'ai peur que nous n'arrivions plus à nous rassembler derrière l'esprit Charlie. Et je me suis engagée avec François Bayrou et le président de la République pour contribuer à restaurer cette concorde nationale qui est indispensable face aux forces qui veulent nous disloquer. Merci Juliette Méadel. Merci à toutes les deux.